Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les principaux titres de l'actualité. La Tunisie risque-t-elle de rebasculer dans la dictature ? Eh bien, c'est ce que redoute l'opposition et une partie de la société civile. Ces derniers sont une nouvelle fois descendus dans les rues ce vendredi pour manifester contre le référendum constitutionnel du 25 juillet. Le processus suit son cours. Ce sont les mots de Goodluck Jonathan au sortir de son audience avec le président Assimi Goïta. Le médiateur de la CEDEAO se dit satisfait de la transition en cours devant conduire à l'organisation des élections. Et puis Da Vinci XI envahit les salles d'opération en Afrique du Sud. Ce robot chirurgical offre une technologie de pointe pour optimiser la prise en charge des patients, découverte dans ce journal. Maintenir un régime semi-parlementaire ou rebasculer dans un régime ultra-présidentiel. Les Tunisiens devront trancher lors du référendum constitutionnel de ce 25 juillet. L'opposition appelle au boycott, évoquant un processus illégal et une absence de concertation. La population, elle, oscille entre défiance et indifférence. On fait le point tout de suite avec Amesh Katapoul. Dictateur, retire ta main de la Constitution. C'était l'un des slogans scandés par les Tunisiens ce 22 juillet sur l'avenue Habib Bourguiba de Tunis. À quelques heures du référendum constitutionnel, les citoyens se sont mobilisés en grand nombre en vue de protester contre ce projet voulu par le président Kais Saied. Projet qui doit être soumis au vote des Tunisiens ce 25 juillet. Nous sommes venus aujourd'hui parce que nous sommes contre tout le processus qui a eu lieu avant le référendum et contre le référendum lui-même. La manifestation d'aujourd'hui était pacifique, mais il y a eu beaucoup de violence. Matraques et gaz lacrymogène en main, la police a en effet dispersé les protestataires de façon musclée alors qu'ils se dirigeaient vers le siège du ministère de l'Intérieur. La tension était telle qu'une dizaine de manifestants auraient été interpellés. Un cri de colère qui ne cesse de prendre de l'ampleur depuis que le président Kais Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021. Le chef de l'État qui, avec cette nouvelle constitution, bouleverse le système politique tunisien avec l'instauration d'un régime présidentiel. Aujourd'hui, la Tunisie rejoue l'une des scènes du régime de Ben Ali. Les gens sont venus manifester, ils ont le droit d'exprimer leur opinion, ils ont aussi le droit de dire au président que cette constitution représente l'état policier, la tyrannie et l'état des milices. Outre la société civile, de nombreuses formations politiques ont aussi rejeté ce référendum constitutionnel. Sur cette liste figure notamment le parti Ennahda, qui a d'ailleurs appelé ses partisans à boycotter cette consultation populaire. Le mouvement estime que ce projet légitime la construction d'un régime autoritaire et tyrannique. Et sachez que le processus référendaire a d'ores et déjà démarré pour les Tunisiens de l'étranger avec l'ouverture des premiers bureaux de vote et le début du scrutin dans la ville de Sydney en Australie. Et même ambition et même climat de défiance en Centrafrique où une vingtaine de partis politiques d'opposition et d'associations civiles ont décidé de faire front commun contre le projet de réforme constitutionnelle déposé à l'Assemblée nationale fin mai. C'est ainsi que la mise en place du bloc républicain pour la défense de la Constitution a été annoncée ce vendredi. La coalition entend faire échec, je cite, à la tentation d'une présidence autocratique à vie. Notons que le texte soumis à examen fait sauter le verrou de la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, ouvrant ainsi la voie à un éventuel 3e mandat du président Faustin Archange Touadéra. Après Conakry, Bamako, le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, était dans la capitale malienne ce vendredi pour s'enquérir de l'évolution de la transition. Et après une audience avec le président Assimi Goïta, il s'est dit satisfait des avancées. Une déclaration qui intervient alors que le cœur du pouvoir a été la cible d'une attaque terroriste ce vendredi. Plus de détails avec Gladys Mouamba.
Satisfaction du médiateur de la CEDEAO pour le Mali sur le processus de transition en cours. L'ancien président nigérian, Goodluck Jonathan, s'est exprimé le 22 juillet au terme d'une visite de 3 jours à Bamako. Rassuré des avancées réalisées par la junte au pouvoir, il a encouragé le président de la transition, Assimi Goïta, à continuer sur cette voie, devant conduire au retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Nous avons saisi l'occasion pour féliciter et encourager le président de la transition, tout ce qu'il est en train de faire avec notamment l'armée du Mali contre les terroristes. La lutte contre le terrorisme n'est pas un phénomène particulier seulement au Mali. Ça existe partout en Afrique de l'Ouest, même au-delà, en Afrique centrale. Donc nous avons encouragé le président. La satisfaction du médiateur de la CEDEAO pour le Mali n'a toutefois pas éclipsé la situation sécuritaire très dégradée du pays. Les forces armées maliennes ont annoncé avoir repoussé une attaque terroriste contre la caserne de Kati, principale base militaire du pays, aux portes de Bamako, dans la matinée du 22 juillet. Une attaque menée avec 2 véhicules piégés selon les FAMA. Le bilan provisoire serait d'au moins 1 mort et 6 blessés, dont un civil du côté des FAMA. 7 assaillants auraient été neutralisés et 8 autres interpellés. Moi, je voudrais rassurer nos compatriotes que les FAMA restent encore plus qu'engagés dans la lutte contre le terrorisme. On n'a pas de choix, c'est notre pays, nous devons travailler et nous sommes engagés. En matière de lutte contre le terrorisme, il est demandé de la résilience. C'est un combat de longue haleine, ça demande de la détermination. Et aussi, il faut travailler dans la solidarité pour pouvoir éviter et prévenir ces cas d'attentats. Cet attentat est intervenu 24 heures après 6 autres attaques simultanées dans le centre du pays et dans la région de Koulikoro, alors que Goodluck Jonathan était toujours présent à Bamako. Face à ces attaques terroristes à répétition qui créent un climat d'insécurité, la junte malienne au pouvoir devra incontestablement s'armer de détermination pour faire avancer le processus de transition devant mener aux élections de février 2024. Le pouvoir est-il sur le point de revenir aux mains des civils au Soudan? Eh bien, c'est ce qu'a laissé entendre ce samedi Mohamed Hamdan Dagalo. Le vice-président du Conseil de souveraineté annonce en effet la décision de laisser la question de la gouvernance aux civils. Une décision qui se traduit par le retrait de l'armée du dialogue afin de permettre aux forces de la révolution et aux forces politiques nationales de s'accorder sans aucune ingérence sur la formation d'institutions gouvernementales de transition. Rappelons que le 2e cycle du dialogue direct sous les auspices des Nations Unies et de l'Union africaine a été reporté à une date ultérieure qui reste à déterminer. Passer d'un risque élevé à un risque modéré, c'est l'objectif du Cameroun en matière de surendettement. Et pour y parvenir, les autorités envisagent non seulement de réduire le rythme d'endettement, mais aussi d'élargir progressivement l'assiette fiscale. Explication avec Nathalie Mo. Au cours des 3 prochaines années, le Cameroun prévoit d'accroître son taux d'endettement de 4,3% pour s'établir à 50% du produit intérieur brut du pays. Le gouvernement envisage de stabiliser sa dette qui est jugée viable avec un risque de surendettement élevé. L'objectif visé est de revoir le risque de surendettement du pays à un niveau modéré, voire faible. Il est aussi important de rappeler que la dette publique en soi n'est pas mauvaise si elle remplit au moins 4 conditions. L'argent est utilisé à 100% dans les infrastructures comme les routes, les rails, la production de l'énergie électrique. Elle doit être financée en interne par les entreprises locales et les ménages camerounais. La dette doit être octroyée en monnaie locale et non pas en devises étrangères comme le dollar. Enfin, le gouvernement devrait s'engager à lutter efficacement contre la corruption. Le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2023-2025 du Cameroun met en avant l'assainissement des finances publiques du pays. L'État camerounais doit solliciter au plus 1420 milliards de francs CFA, soit moins de 400 milliards de francs CFA par an pour respecter ses plafonds d'endettement. Une décision qui intervient alors que le Cameroun amorce la finalisation des chantiers du plan triennal économique et financier 2021-2024.
Le besoin d'infrastructure annuel du Cameroun est estimé seulement à au moins 6 milliards de dollars si on considère 15% du produit intérieur brut actuel. Il a rappelé que le service de la dette au Cameroun a déjà atteint 20% du budget total de l'État, ce qui est énorme. Je ne pense pas que le Cameroun devrait s'endetter encore. L'endettement du Cameroun se situe à 45,1% à fin mai 2022, un taux d'endettement jugé exemplaire par des experts au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, où les critères de convergence fixent à 70% du PIB le seuil de soutenabilité de la dette des pays membres. Leur nom était inscrit dans l'histoire, ils seront désormais marqués sur les rues. Au Tchad, les autorités ont décidé de nationaliser les rues et les avenues, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la préservation de l'unité nationale à quelques jours de la tenue du dialogue national inclusif. Voyez ce reportage de Mahama Ramadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, les autorités ont entamé la nationalisation des rues et des avenues au profit des martyrs et autres personnalités qui ont contribué à l'éclosion de la liberté et de la démocratie. L'objectif de cette démarche, honorer la mémoire et immortaliser les figures tchadiennes qui ont écrit positivement l'histoire du pays. C'est le cas du général Mahamad Ali Abdallah Nassour, dont l'une des grandes artères de la capitale porte désormais son nom. Une initiative saluée par la population comme étant des actes patriotiques. Nous sommes honorés de cet acte hautement patriotique. Comme vous le savez, le général Mahamad Ali Abdallah, paix à son âme, il a servi ce pays avec vraiment honneur et abnégation. Il a servi vraiment objectivement et il a occupé plusieurs postes. Et tous les postes qu'il a reçus, c'est des missions, mais quand même il les a accomplis. Et en dehors de ça, il est le premier compagnon de lutte de son maréchal, le président Idriss Déby Itno. Le général Mahamad Ali Abdallah Nassour est l'un des fondateurs du mouvement patriotique du salut qui a renversé la dictature en 1990 et a instauré la démocratie et la liberté au Tchad. Avec l'avènement du multipartisme, il a troqué sa tenue militaire avec celle de diplomate pour défendre le processus de la démocratisation des institutions de son pays auprès des instances internationales. Mahamad Ali Abdallah Nassour a fait preuve de patriotisme dans ses prises de position tout en défendant l'intérêt suprême de la nation qui sont la justice, la paix et l'égalité de tous devant la loi. Il a été toujours au-dessus des intérêts égoïstes et individuels, prônant ainsi l'intérêt de la grande nation tchadienne. Pour rappel, cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet N'Djamena Ville de Paix permet de susciter la connaissance de l'histoire tumultueuse du pays et de ses grands hommes aux générations futures. Au total, une cinquantaine de rues et des avenues à travers la capitale seront rebaptisées au nom des personnalités tchadiennes qui ont marqué leur époque. Pratiquer une opération chirurgicale assis devant une console. Ce scénario est devenu courant à l'hôpital Taïgebert du Cap depuis l'acquisition d'un robot Da Vinci doté de 3 ou 4 bras. Il promet aux médecins une meilleure visualisation, une extrême précision et une plus grande dextérité. Les médecins et patients semblent conquis en Afrique du Sud. Kamesh Katapoul. La concentration est à son paroxysme. Dans ce bloc opératoire de l'hôpital Taïgerberg, situé dans la ville du Cap en Afrique du Sud, une équipe de chirurgiens s'apprête à opérer un patient atteint d'une tumeur cancéreuse. Pour cette intervention délicate, les chirurgiens disposent d'une innovation de taille, le robot Da Vinci XI. Heureusement, le ministère de la Santé a acheté 2 robots, le Da Vinci XI, qui est le robot chirurgical le plus avancé sur le plan technologique actuellement disponible sur le marché. Ces robots confèrent une précision accrue, le geste opératoire est plus précis. Ils nous offrent une meilleure visualisation. Nous pouvons ainsi identifier davantage de détails que lors d'une laparoscopie. Développé par l'entreprise Intuitive Surgical, le robot Da Vinci est une avancée propre à la chirurgie mini-invasive, une technique qui permet entre autres de réduire les douleurs post-opératoires des patients. C'est en février dernier que cette technologie de pointe a été utilisée pour la première fois dans cet établissement hospitalier. Depuis, une dizaine d'autres opérations ont été effectuées avec cet outil qui semble avoir aussi conquis les patients.
Les patients ont été courageux. Ils rentrent chez eux beaucoup plus tôt. La durée moyenne du séjour est de 3 jours. Et le taux de complications a définitivement baissé. En discutant avec les patients, après l'opération, je trouve qu'ils ont beaucoup moins de lésions nerveuses. Ils me disent tous qu'ils ont l'impression de ne pas avoir été opérés. L'hôpital Tygerberg dispose également d'autres innovations technologiques. Du temps des restrictions anti-Covid, le robot dénommé Kanya a permis de faciliter la communication entre les patients et leurs proches. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. L'info continue sur Africa 24.